Radio d'idées, la web radio culture et territoire à Lormont. Bien le bonjour, ici Mélissa Brézé et vous écoutez Donne ta patte, un podcast produit par Radio d'idées où ont lieu des discussions passionnées et passionnantes autour de l'approche à la création. Et aujourd'hui, on accueille Boris de la Higuera, aka BDLH, aka Bobo. Comment ça va Boris ? Ok, bonsoir. Déjà, si je peux me permettre, j'adore le jingle. Quel enfoiré. C'est vraiment Quel enfoiré. C'est vraiment je trouve ça trop bien. Voilà, okay. Bravo pour cette création, belle création. Pour la précision, à l'heure d'aujourd'hui, le jingle est encore en création et donc il se moque de moi parce que j'y ai passé la matinée. Donc apparemment ça va bien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Boris ? Ça va très bien, ouais. Moi je suis donc comédien et scénariste et vidéaste. Et voilà, ouais, en gros c'est ça quoi. Ok, parmi d'autres casquettes. Parmi tant de couvre-chef, ouais. Ça fait, est-ce que ça fait longtemps que tu écris ? Est-ce que ça fait longtemps que j'écris ? Oui, ça fait très longtemps que j'écris. Après, ça fait moins longtemps que j'écris de manière propre, on va dire. Mais voilà, mais en fait, j'aime bien dire que ça fait 5-6 ans que j'écris des vrais scénarios, quoi. Ok. Est-ce que tu peux parler très rapidement de ta formation, qui du coup n'a rien à voir avec ce que tu fais ? Ouais, aucun rapport. Oui, alors alors à la base, j'ai un master en informatique. Oui. Voilà, informatique, spécialité image, son et réalité virtuelle. Ah ouais, voilà, putain, ouais. Trop bien. Ouais, parce que du coup, en fait, j'avais fait une licence en informatique et en fait. Plus ou moins vers la fin de ma licence, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait en fait c'était la vidéo et l'art de manière générale, et du coup j'ai été quand même obligé de faire un master. Mm-hmm. J'étais pas obligé d'en faire un, mais c'était toujours cool d'en avoir un, et du coup je me suis dit autant faire un master qui est un peu intéressant et qui se lie un petit peu à l'image et tout ça, et du coup il se trouve qu'à Bordeaux il y avait ce master, et c'est la raison pour laquelle je suis venu à Bordeaux. C'était pour faire ce master là, voilà. Ok. Et ensuite, j'ai fini mon master et j'ai fait un stage de 5 mois en informatique. C'était horrible. C'était horrible. En fait, j'ai beaucoup de mal à rester devant un ordinateur très longtemps. Et, okay. Et du coup, j'ai décidé j'essaie de tout arrêter, et du coup, je me suis fait embaucher dans une boîte qui s'appelle Les Pirates Productions, pour laquelle j'ai fait du motion design. Ouais, des effets spéciaux. C'est drôle pour quelqu'un qui peut pas rester devant un ordinateur. Oui, mais du coup, pour le coup, c'était plus intéressant parce que du coup, il y avait quand même une part d'art et de création dans ce truc-là qu'il n'y avait pas dans l'informatique. Est-ce que ça coordonne avec le moment où tu as commencé à écrire propre ou pas du tout ? Propre. Je sais pas si toi qui as utilisé. En fait, j'écrivais sale avant. Et du coup, non. Est-ce que ça correspond ? Ouais, mais en fait, ça correspond au moment où quand je suis arrivé à Bordeaux, donc pour faire mon master, ça correspond au moment où j'ai découvert Kinocession, qui est une association bordelaise. Vous en avez peut-être parlé avec Antoine déjà. Pas du tout. Bizarrement. Okay. On n'a pas du tout parlé de Kino. Du coup, pour faire une petite parenthèse, Kino, c'est une association à Bordeaux qui, en gros, aide les gens et motive les gens à faire des films sans moyens, et juste en leur disant allez, faites des trucs, et essayer de mettre en contact les différentes personnes de Bordeaux pour qu'ils fassent des films ensemble. Et moi, j'ai découvert cette association-là au tout début de mon master. En fait, en parallèle de mon master, j'ai commencé Kino et j'ai commencé à faire des films et apprendre vraiment ce que c'est des tournages. Kino est en quelque sorte une de mes formations, on peut dire. Oui, à nous tous. Voilà, ouais, c'est ça. Et vraiment tout ce qui est sur tout ce qui est cinéma et vidéo et tout, j'ai tout appris par Kino. Et après, je commençais à écrire un peu. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, ça se trouve en fait il y a des règles dans tout ça. Et du coup, j'ai commencé à lire des bouquins et je me suis rendu compte que waouh, en fait, ce que je faisais, c'était pas faux, mais c'était pas juste non plus. Et il y avait vachement plus de trucs. Et au final, c'était vachement plus intéressant parce que tu te rends compte que t'évolues dans un truc qui est vachement plus grand que ce que t'imaginais à la base. Et voilà. Ok. Dans ce que tu viens de dire que tu avais commencé à faire des courts-métrages et qu'ensuite
t'avais commencé à vraiment écrire, est-ce que du coup avant t'as créé ou réalisé des courts-métrages sans les écrire? Est-ce que c'est clair? Non, c'est pas ça. En fait, j'écrivais, mais comme en fait je pense n'importe qui écrit quand tu commences à créer des trucs, ou comme quand tu dessines quand t'es gamin, tu dessines des trucs parce que ça te semble stylé et parce que machin, et en fait c'est juste, si jamais tu veux évoluer dans n'importe quel art, il faut que tu en apprennes les règles pour pouvoir mieux développer ton art, tu vois. Genre si tu veux faire de la peinture, au début ce que tu vas faire c'est prendre tes pinceaux, tu vas prendre tes couleurs et tu vas faire des trucs, tu vas dire ah, ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool, mais au bout d'un moment tu vas être vachement limité si tu sais pas que en mélangeant cette couleur là et cette couleur là, ça va faire tel mélange, et que pour faire des perspectives il faut que tu apprennes cette règle là. Si jamais tu veux faire dessiner des bonhommes, voilà, faut que tu apprennes l'anatomie, faut que tu apprennes plein de trucs, et c'est grâce à ces règles là que tu vas pouvoir augmenter encore plus ton art. Et moi c'était ça avec l'écriture, c'est qu'au début j'écrivais ce qui me semblait, voilà, j'ai vu des films, j'ai vu des séries, je pense que c'est comme ça qu'on écrit une histoire, et puis voilà, et puis au bout d'un moment tu te dis ah ouais, mais en fait je vais peut-être me renseigner, et là tu te rends compte qu'il y a vachement plus de trucs et t'es vachement plus libre si tu connais tes règles. Et alors souvent, quand on apprend un truc, justement, donc comme tu dis, on commence par faire, ensuite on se renseigne et on suit les règles, mais il arrive toujours aussi un moment où on va essayer de détourner ces règles, justement, parce qu'une fois que tu les as bien acquises, c'est le moment de les démonter. Est-ce que t'es arrivé à ce point-là, ou pas encore ? Ou t'en as pas envie? Non, c'est une super question. Je sais pas. Je pense que non, j'en suis pas du tout là. Je pense que j'en suis encore là au moment où j'essaie d'apprendre des règles, et j'essaie encore de trouver la règle qui me plaît en plus à moi, quoi. Parce qu'il y a plein de façons d'écrire, il y a plein de méthodes, il y a plein de choses. Pour l'instant, moi, je suis encore à l'étape où j'essaie de trouver ce qui me plaît, ma manière d'écrire. Ouais. Je pense que je suis en train, là, en ce moment, de mettre un petit peu le doigt dessus, mais c'est encore très très vague, et je pense que c'est vraiment un processus, et je pense ce moment où tu détournes les règles, c'est tellement drôle. Elle est en train de boire de l'eau au ralenti pour éviter de faire du bruit dans le micro. C'est tellement drôle. Merci pour l'audio guide. Pas de problème. Puis on a l'ingé son qui mange des pizzas à côté. Ce podcast n'a aucun sens. Écoute, voilà, c'est un petit comité, c'est le plaisir, voilà. Je crois qu'on parlait du fait que quand tu commences à maîtriser les règles, t'as envie de les casser. Oui. Et donc toi, t'étais quasiment arrivé à... je pense... toi, t'as envie d'écrire. Ouais, mais je pense que aussi, t'as aussi ce truc de... Quand t'es... Enfin, même dans n'importe quel art, t'arrives jamais à la finalité de l'apprentissage. Donc au final, cette histoire de casser les règles, je sais pas, moi j'y crois pas trop en fait, parce que je pense qu'il y a toujours un truc à apprendre, et il y a toujours une règle à apprendre même si tu la connais pas, et au bout d'un moment en fait les règles tu te les appropries, mais tu les casses pas, tu vois ce que je veux dire. Mais est-ce que tu penses pas que justement le propre de l'art c'est de pas avoir vraiment de règles, et que c'est pour ça qu'il y en a autant? Ok, désolé, je pensais pas être venu en cours de philo, donc, Non, mais s'il y a autant de méthodes différentes, c'est qu'en fait, c'est pas vraiment des méthodes, et que l'art, c'est ultra relatif. Complètement. Et que justement, le but, c'est... Je suis d'accord avec ça. Mais, donc, en fait, il y aura jamais rien de parfait. Il y a jamais c'est ça, mais justement. Et en fait, du coup, c'est un peu à toi, à l'artiste, de trouver sa manière de faire et de faire ses propres règles. C'est peut-être ça que tu veux dire quand tu dis détourner les règles, c'est de faire ses propres règles et de faire sa propre méthodologie. C'est pas ce que je voulais dire, mais ça peut se rejoindre. C'était plutôt dans le sens où une fois que tu t'es approprié certaines règles, tu les casses en fait pour aller vers d'autres horizons et justement explorer des trucs que t'as pas encore explorés. Et du coup, peut-être que ça rejoint d'autres règles qui existent déjà en effet, mais tu le sais pas forcément. Complètement, c'est ça. Mais ouais, je sais pas. En tout cas, pour l'instant, j'en suis carrément pas là. Ok. Je pense que j'ai plein d'autres trucs à explorer dans ce que je fais, qui sont encore pas tout à fait développés dans ce que j'écris ou que je fais comme art. Donc pour l'instant, je suis pas là. Mais peut-être un jour. Hein. Du coup, toi, Boris, tu es aussi et surtout comédien. Oui. Est-ce que c'est un surtout ? Est-ce qu'il y a un métier dans tes casquettes que tu mets au-dessus des autres, pas par amour, mais par... Alors, en fait, je sais pas. Moi, si j'avais la possibilité, je ferais tout. Oui. Mais le fait est que déjà, comédien, c'est compliqué d'en vivre. Scénariste, en fait, c'est encore pire.
parce que en fait il y a pas de ça existe pas scénariste en métier. Enfin ça existe mais c'est pas tu peux pas être scénariste, c'est un truc que tu fais de ton côté et après tu essaies de trouver des financements pour financer le truc que tu as écrit ou des prods qui veulent bien mettre ça en image ou quoi. Bien sûr. Alors que comédien, au final, même s'il y a beaucoup de gens qui veulent le faire, il y a quand même des jobs, contrairement scénariste, quoi. Donc au final, en ce moment, je suis plus comédien, mais après, je suis scénariste aussi, mais je dirais ces deux-là en priorité. Ok. Mais peut-être comédien, parce que c'est ce que je fais le plus pour gagner ma vie, quoi. Est-ce que parfois, le fait d'écrire t'inspire dans le fait d'être comédien et inversement réciproque et parallèle? Waouh. Est-ce que tu veux que je repose ma question? Oui, je veux bien que tu reposes cette question. Okay. Est-ce que le fait d'écrire, et du coup, quand tu écris souvent des personnages, donc est-ce que le fait d'écrire des personnages t'inspire dans ton métier de comédien pour te rapprocher au mieux du réalisme, ou de ce qu'on attend de toi, tout du moins? Et est-ce que, inversement, ce que tu peux faire en étant comédien et en étant dirigé en direction d'acteur peut t'inspirer pour écrire aussi? Ok. Je crois que j'ai compris. En gros, si tu veux, moi je fais beaucoup d'impro aussi. Oui. Et l'impro pour moi, c'est un peu le juste milieu entre le jeu et l'écriture, puisque en fait c'est t'écris et en même temps tu joues, et c'est vraiment une espèce de cercle où tu t'écris, tu joues, etc. Et c'est pour ça que je trouve ça super intéressant. C'est pour ça que ma manière d'écrire, au final, quand je disais que je commençais un petit peu à toucher du doigt à ma méthode un peu à moi, c'est que j'ai souvent tendance, quand j'écris, à avoir mon idée. J'ai globalement mon idée de à peu près où ça va aller. Et en fait, je vais me mettre devant mon ordi et là, je vais, entre guillemets, je fais des guillemets avec les doigts pour ceux qui voient pas. J'improvise en fait mon scénario au fur et à mesure. En gros, je vais me mettre devant et je vais taper. Et en fait, j'ai mes scènes, mes dialogues et tout qui vont arriver en fait à ce moment-là du truc. Et je vais avoir des idées à ce moment-là que j'aurais pas eu avant parce que en fait, je me dis tiens, ce personnage-là, là dans cette scène, en fait, il est en train de partir là. Mais parce que je suis pas en train de le faire partir là, c'est le personnage qui est en train de partir là-bas. Et du coup, je vais le laisser aller là où il veut et voir où ça va. Et si jamais c'est nul, j'efface, je recommence et puis je vois où il peut aller d'autre part. Et c'est comme ça que moi, au final, je trouve que j'ai mes idées, les meilleures idées et les idées les plus organiques que j'ai, c'est comme ça. Ok. Voilà. Et du coup, pour répondre à ta question, oui, parce que au final, quand j'écris sous cette forme-là, je joue les personnages. Parce que dans ma tête, je les joue et puis c'est comme ça que je le jouerais. C'est pas comme ça que je le jouerais, mais dans ma tête, c'est ce qui se passe, c'est une espèce de petite danse qu'il y a dans ma tête des personnages et voilà. Et après, sur le plateau, quand je joue, y a pas trop de forme d'écriture, mais c'est bien de savoir écrire parce que quand tu bosses un texte, tu utilises vachement la manière d'écrire. Tu sais que voilà, dans cet acte-là, généralement le personnage il va lui arriver ça. Là, à ce moment-là, là, je sais que le personnage il va lui arriver ça, etc. Donc, si tu connais un petit peu de structure scénaristique, c'est toujours bien pour t'aider à jouer, parce que tu sais. Si c'est bien écrit et que l'auteur utilise un peu les codes qui sont utilisés au cinéma ou ailleurs. Est-ce que dans l'épisode 3, comme dans l'épisode 1, on va reparler de Blake Snyder? Ouh là là! Ah, mais il a parlé de Blake Snyder? Non, c'est moi qui en ai parlé. Ah, putain. On a parlé de Blake Snyder avec Antoine, parce que on en est venu à un moment où, je sais plus exactement ce qu'on disait, où je lui ai dit que Blake Snyder a cette technique du scénario en 110 pages, où du coup t'as des trucs qui arrivent à chaque page. Et donc t'as un espèce de schéma où du coup les événements doivent arriver à telle page et du coup c'est comme ça qu'un film fonctionne. Oui, en fait tu parles de l'auteur de Save the Cat. Oui, exactement. Voilà, ok. Et donc c'est drôle parce que tu viens de me parler de ça et en disant que quand tu connais un peu comment tu écris, du coup tu sais à peu près ce qui peut se dérouler dans le scénar. Alors, c'est là où moi c'était un des premiers livres que j'ai lu pour apprendre à écrire. Et au fur et à mesure de mon développement de scénariste, je me suis rendu compte que en fait j'étais assez en désaccord avec pas mal de trucs qui étaient dans ce bouquin. Parce que justement il est très alors là il doit se passer ça, ensuite il doit se passer ça, enfin c'est vraiment ultra c'est limite des mathématiques en fait le truc et je trouve que ça casse un peu le côté organique de l'écriture
Et en vrai, enfin voilà, je pense que c'est un truc qui est super important à savoir, mais une fois que tu le sais, je pense que c'est le genre de truc qu'il faut que tu laisses dans un coin de ta tête pour que quand t'écris, en fait, par réflexe, tu sais que ton personnage, il doit passer par ces états-là et par ces points-là, etc. Mais il faut que ça soit un truc qui soit en background dans ta tête, quoi. Pas juste que t'aies ta feuille Excel et que tu dois remplir tes cases et machin. Non, faut pas que ça soit ça. Faut que ça soit vraiment un truc où tu dises, faut vraiment que ça marche dans l'arrière de ta tête. Mais c'est bien de le savoir. Mais tu vois que tu les démolis, les règles aussi. Alors, je démolis celle-là, mais il y en a d'autres que je trouve qui sont importantes et bon, bref. Oui. Non, mais pour le coup, oui. Alors, moi, je l'ai toujours pas fini. Alors, pour expliquer aux gens qui écoutent, on enregistre l'épisode 3 avant l'épisode 2. Quoi ? Et on est... Oh, shit. Et on est 3 jours ou 4 jours après avoir enregistré l'épisode 1. Donc, je n'ai toujours pas fini ce livre depuis lundi. Depuis l'épisode 1. Et justement, je disais... Est-ce que tu as fini le jingle ? T'es relou. Et je disais justement à Antoine que moi je trouvais ça je trouvais ça un peu anti-artistique, même si c'est très intéressant. Et que, du coup, je savais pas si peut-être qu'il changeait d'avis. Ok, je vais remettre ça au clair. Parce qu'en fait, au tout début du livre, il t'explique des trucs sur les personnages et après il te dit, mais en fait, tu peux aussi faire totalement différemment et c'est cool. Et donc moi j'en suis à ce moment-là où il est en train de préciser à quelle page tu fais quoi, etc. Et où il développe tout précisément. Et du coup je sais pas encore comment ça va se passer à la fin et je me dis est-ce qu'il va aussi dire après mais en fait tout ça on s'en fout et justement moi c'est pas le souvenir que j'en ai en tout cas où justement j'étais assez fâché en fait en finissant ce bouquin où genre j'étais en mode non mec, en plus je crois que je sais pas si c'est dans ce bouquin là mais je crois que c'est dans ce bouquin là où il crache un peu sur Memento. Je crois que c'est là où justement il dit Memento, vous voyez ce film c'est nul parce que il casse toutes les règles et c'est pas un vrai film et du coup j'étais là écoute mec, moi j'aime bien Memento, j'aime bien ce film. C'est surtout drôle parce qu'il dit et donc moi j'ai réussi ce film et je l'ai vendu très cher parce que exactement. Mais après il en est là où il en est aussi. Mais voilà, je pense que c'est après moi ce que j'aime bien aussi dans ce bouquin c'est les petits tips qui à la fin, en deuxième, je crois que c'est en deuxième partie, les petits tips genre le pop in the pool et le save the cat et tous ces petits trucs de scénaristes que je trouve rigolo quoi. Tu peux vite fait expliquer ce que c'est que le pop in the pool et le save the cat en très rapide? Ouais, ok. Alors, le pop in the pool, c'est une technique qui sert pour mettre en place ton exposition. L'exposition dans un film, c'est quand il faut expliquer quelque chose qui est très très chiant, mais qui est super important pour l'histoire. C'est souvent le début. Voilà, c'est souvent le début. C'est genre il faut mettre en place toutes ces explications là pour que ensuite on puisse comprendre ce qui se passe. Une sorte de contextualisation. Exactement. Donc l'exposition, voilà. Et pour éviter que ça soit chiant, parce que généralement c'est chiant, c'est beaucoup de blabla et beaucoup d'explications, un des conseils que donne Blake Snyder dans son bouquin, c'est de faire un pop in the pool. Littéralement, ça veut dire mettre un pape dans une piscine, puisque en fait il dit par exemple vous mettez en fond le pape qui est en train de nager dans une piscine, et puis au premier plan vous avez deux personnages qui parlent et qui font qui mettent en place l'exposition. Et le public il va être là, yes, c'est marrant, il y a le pape qui nage dans une piscine, c'est rigolo quoi, c'est marrant, et ils vont être vachement attirés par cette image là et inconsciemment ils vont être amenés à recevoir l'exposition alors qu'ils vont être en train de se focaliser sur un autre truc. Voilà. Ok. Et le Save the Cat. Save the Cat, ça c'est un truc qui est très utilisé dans beaucoup de films. C'est on va faire en sorte que le personnage principal, le héros, fasse une bonne action au tout début du film. Comme ça, si jamais il fait des mauvaises actions plus tard, inconsciemment, le public va être en mode ah ouais, mais au début, il a été cool, donc en fait, c'est pas un mauvais gars. Donc voilà, par exemple, vous faites en sorte que votre héros sauve un chat dans un arbre au début du film. Après, si jamais il bute quelqu'un, on va dire ah ouais, en fait, il a buté le mec, mais en fait, il est gentil parce qu'il sauve les chats dans les arbres. Voilà. Merci pour cette petite explication. Avec plaisir. Tout à l'heure, tu disais que quand tu écris, parfois tu laisses les actions venir et les personnages parler comme si toi t'étais en train de jouer. Et donc là, je fais écho à une discussion qu'on a eue où je parlais d'un truc que j'avais écrit où j'avais que l'idée de fin et que je me retrouvais bloquée face à ça.
et que tu m'as dit qu'en fait, quand t'avais la fin, c'était le mieux parce que le début s'ouvrait à toi. Oui. C'est pas clair du tout ce que je suis en train de dire pour quelqu'un qui n'écrit pas. Oui. Donc toi, quand t'as les idées de base, avant d'écrire, est-ce que le plus souvent, tu as le contexte et t'écris la suite, ou est-ce que le plus souvent, tu as la fin et du coup, le contexte vient à toi? Alors, j'ai très rarement la fin. C'est vraiment le truc que j'ai le moins quand j'écris. Généralement, j'ai vraiment genre un concept ou une idée de un truc qui pourrait se passer, quoi. Mais j'ai jamais ou un lieu. Enfin, ça dépend en fait. Ça dépend de ce que j'écris. Si j'écris un sketch, si j'écris un long métrage, si j'écris une série ou si j'ai. Enfin, ça dépend vraiment de. Alors là, je suis très chaud pour rebondir sur cette histoire de lieu. Genre, des fois, t'as un lieu qui te vient et t'as la suite. Non, en fait, par exemple, là, je parle plus pour écrire des sketchs. Ok. Quand j'écrivais des sketchs pour notamment Arakiwi par exemple, qui est une chaîne que j'avais du coup il y a pas très longtemps. Il y a pas si longtemps. Il y a pas si longtemps que ça. Vous pouvez toujours vous abonner. Voilà, il y a beaucoup. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de trucs à voir. Et du coup, j'écrivais beaucoup de sketchs à cette époque-là. Et du coup, une des méthodes que j'avais trouvé qui marchait pour moi pour écrire des sketchs, c'était de me dire tiens, où est-ce que je peux tourner. Et en fait, en réfléchissant comme ça, je me dis tiens, qu'est-ce que j'ai comme lieu là? Enfin, du coup, c'était à Bordeaux, donc voilà, j'ai celui-là qui peut être cool, celui-là qui peut être cool. Et en fonction des lieux, je me disais qu'est-ce que je peux faire dans celui-là? Et puis c'est comme ça que je réfléchissais à une idée de vanne, du coup, pour écrire un sketch, quoi. Par exemple, on a un sketch qui s'appelle Saloon Quiz. Ouais. Pour le coup, c'est le premier auquel j'ai pensé parce que c'est vraiment le lieu le plus. Voilà, exactement. Du coup, pour le coup, on avait, il y a un lieu qui est très proche de Bordeaux, qui est une sorte de ville western, mais genre vraiment reconstruite par des gars qui sont passionnés par ça, etc. Ils ont reconstruit tout un saloon, tout un village. Enfin, c'est hallucinant le truc, et qui est juste à côté de Bordeaux. Et du coup, on s'est dit, c'est trop dommage de pas tourner là-bas, quoi. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'écrire un truc ambiance western et qui pourrait se passer dans ce lieu-là, et voilà. Mais c'est fou parce que c'est quand même, ça suffit pas, tu vois, pour avoir une idée a priori. Apparemment, oui, toi, bien si. sûr, bien sûr. Mais en fait, non, mais c'est pas. Je vais pas. Enfin, l'idée en elle-même, c'est. En fait, j'aime bien ce genre. C'est David Lynch qui disait qu'en fait, une idée, c'est un peu comme partir à la pêche. En gros, t'as ta canne à pêche, et au bout de ta canne à pêche, faut que t'accroches un truc. Ok. Et en fait, ce truc-là, il sort pas de nulle part, quoi. C'est déjà un truc que t'as, même si c'est genre un infime petit truc. Ça peut être un lieu, ça peut être un acteur, ça peut être une phrase, ça peut être, je sais pas, un mood dans lequel t'es, tu vois, ou une musique, ça peut être ce que tu veux. Et en fait, ce truc-là, tu vas le mettre au bout de ta ligne, et tu vas lancer ta canne à pêche, et en fait, tu vas attendre, et puis là, il y a un poisson qui va arriver, et en fait, ce poisson, c'est le développement de ce truc-là. Et c'est peut-être un petit poisson, tu vois, mais c'est déjà un truc qui est un peu plus développé. Et ce poisson-là, tu vas le remettre au bout de ta ligne, et tu vas essayer de pêcher un plus gros poisson, et ainsi de suite. Et en fait, ce truc-là va se développer comme ça. Et je trouvais que c'était assez juste comme façon de voir l'imagination et la créativité. Et donc, c'est le podcast de la métaphore. Waouh, incroyable. Mais en gros, c'est un peu ça, quoi. C'est genre, je suis là, ok, j'ai ce lieu-là. Maintenant, faut que je trouve une idée que je peux faire à l'intérieur. Ok, ça m'inspire ça. Tiens, voilà. Genre, par exemple, le processus que j'avais sur Saloon Quiz, c'était Saloon Quiz, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un duel entre deux cow-boys, mais où en gros le duel, c'est un peu une espèce de question pour un champion. Ouais, où, en gros, t'as un gars qui est au milieu, un arbitre qui pose des questions, et le premier à dégainer et de tirer sur l'autre a le droit de répondre. En gros, c'est ça la vanne. Sauf qu'il y en a un qui est un peu débile et qui. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mais bon. Mais oui, c'est ça, c'est le concept. Et du coup, en fait, j'étais parti, ok, voilà, ambiance western. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, j'ai trop envie de faire un duel. Déjà, c'était un des trucs. En plus, je savais que j'allais jouer dedans, donc j'étais trop chaud pour faire ça. Genre, vas-y, on va faire un duel et tout, ça va être fun. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire autour de ça? Tiens, ça peut être drôle qu'en fait, le fait de dégainer, ça lance une action. En fait, il y a un arbitre au milieu qui pose des questions. Qu'est-ce que ça implique? Mais du coup, attends, si le gars il tire, comment est-ce qu'il fait pour
pour répondre à la question, c'est pas possible, tu vois, parce que le mec il va se faire buter, enfin ça n'a pas de sens. Et du coup ça me faisait rire. Et voilà. Et du coup t'as joué là-dessus. Et du coup on a joué là-dessus et voilà quoi. Mais voilà, mais c'est en fait ouais, l'écriture c'est un processus et ça peut vraiment venir de ce que tu veux, mais ça dépend de ce que t'écris. Tu vois, les lieux ça marche beaucoup pour les sketchs. Ouais. Parce que c'est un truc qui est confiné et que généralement un sketch tu le tournes dans un seul lieu, peut-être deux, mais un seul lieu. Et puis t'as une ambiance. Enfin moi ce que j'aimais bien c'est que voilà, t'avais un univers qui était confiné et voilà. Mais après si tu veux écrire, j'en sais rien, si tu veux écrire une série par exemple, bah là ça va plutôt être les personnages que tu vas vouloir développer et pas. Enfin, l'histoire en elle-même aussi, mais ce qui va t'intéresser, ça va être plus le développement des personnages, leur arc narratif et tout ça. Voilà. Ok. Je reviens sur le fait que t'es dit que donc t'écrivais pour Harakiwi et que du coup tu savais que t'allais jouer dedans. Du coup t'as beaucoup écrit en sachant que t'allais jouer le truc. Ouais. C'est encore le cas dans Boris et Gabi. Ouais. Déjà, est-ce que des fois t'écris pour quelqu'un d'autre, enfin sans t'imaginer toi? J'entends bien que parfois quand on écrit, on se voit quand même comme personnage, même si au point final c'est pas forcément nous qui jouons ce personnage-là. Mais est-ce que ça peut t'arriver d'écrire sans même t'imaginer toi au moment où t'écris? Alors, c'est compliqué. Oui, carrément. Bah là, je suis en train d'écrire un truc où le personnage principal c'est une nana, donc bah forcément ça peut pas être moi. Mais ça va quand même être une nana qui a mes problématiques et qui a les trucs que moi je ressens, qui a mon âge souvent, parce que bah c'est voilà. Mais c'est ouais, enfin généralement je vais écrire des personnages que je connais parce que bah t'écris ce que tu connais et c'est plus intéressant d'avoir le point de vue de l'auteur. Enfin pour moi l'art c'est ça, c'est qu'est-ce que veut exprimer l'auteur à travers cette histoire. Mais ouais, par exemple là, bah voilà, c'est une nana, donc ouais, ça peut pas être moi qui le joue, et j'ai pas envie que ce soit moi qui joue parce que, enfin, justement. Oui. Mais en tout cas, ouais, enfin, c'est toujours quelqu'un qui me ressemble, en tout cas. Oui. Harakiwi, c'était totalement différent parce que justement le but c'était de faire des trucs qui étaient à l'opposé de moi parce que bah c'est des sketchs et machin. Et puis il y a eu plein de trucs dans Harakiwi où genre vraiment ouais c'était un kiff. Genre j'ai écrit ça en mode bah j'ai carrément envie de jouer de ça. Ok. Des Par exemples. exemple, navigation privée. Ouais. Qui est une espèce de truc ambiance polar, film noir des années 30, ouais. Filmé en noir et blanc ou machin. Bah ça venait du fait que j'avais grand envie de jouer un détective privé en mode noir et blanc qui fume sa clope et qui tape sur un clavier. Enfin voilà, c'était venu de là et du coup je me suis dit bah vas-y, j'ai envie de faire une histoire autour de ça. Et donc pour le coup là t'as été inspiré du personnage directement? J'ai été inspiré du fait de vouloir faire un truc ambiance film noir. Ok. C'était un truc que je voulais faire. Et ensuite, j'ai eu l'idée de la navigation privée. En fait, j'ai eu l'idée par rapport au petit logo que t'as tu sais, quand tu te connectes à la navigation privée. Ah, yes. C'est un petit détective privé. Oui. Et je me suis dit, pourquoi faire un détective privé? On dira pas pourquoi tout le monde connaît le logo de la navigation privée. Pour acheter des fleurs des pour ta bitcoins femme, sans qu'elle le sache. Je vois pas pourquoi. Jacques Chirac est mort. Oui, ouais, on l'a appris tout à l'heure, ouais. Moi, je savais pas. Ah, pour honorer sa mémoire, je vais donc faire une imitation de Jacques Chirac. Allez, on est chaud, on est trop chaud, on est trop chaud. Édouard Baird fait Jacques Chirac, attention. Bonsoir, je voudrais vous dire que tout va bien. Je suis désormais décédé, mais maman prendra ma place sur le fauteuil roulant. Merci à vous. Et bon dimanche. Merci Boris. Pourquoi? Non, c'était Jacques Chirac là. Oui. Ah oui. C'était Jacques Chirac qui il m'a possédé, désolé. C'était un petit. Du coup, je sais pas si on gardera ça au montage ou pas. Bah je sais pas, tu feras ce que tu veux. Mais du coup, faut que j'explique pourquoi Édouard Baird, parce que personne n'a le visu. Ah oui. Oui, c'est parce qu'en fait j'ai un t-shirt Édouard Baird et du coup. Tellement pas. Parce que Boris ressemble beaucoup à Édouard Baird, tout simplement. Ah ouais, ouais, aussi. Ouais. Du coup, changement de sujet, plus ou moins. Changement de sujet. Petit jingle. Changement de sujet. C'est le changement de sujet. Pauvre. Et une petite pensée à Alain Gesson qui vient d'écouter cette jolie phrase. Du coup, tu me parles de sketch, donc de quelques minutes. Oui. Du coup, avant même d'écrire, t'as déjà une contrainte de temps? Oui. Oui. Vas-tu revenir, mon Dieu, va plus loin.
Il semblerait que quand tu écris, tu sais déjà à l'avance à peu près combien de temps ça va durer. Enfin, t'as décidé combien de temps ça allait durer, ce que t'écris. Plus ou moins. Ouais, alors, oui. Oui. C'est quoi ta question? Non, mais je trouve ça très intriguant parce que moi, je suis pas capable de faire ça. En fait, je sais pas. En fait, ok, si je dois poser une question, c'est est-ce que c'est une contrainte ou est-ce que ça t'aide? Même si une contrainte peut aider, bon, on va pas aller sur ces sujets-là. Mais... En vrai, ouais. En gros, tu le sais à l'avance parce que tu sais à partir de quel matériel de base tu pars. Par exemple, je prends un sketch qu'on avait fait avec Rakiwi qui dure, je pense, 1 minute, qui s'appelle Timber. En gros, la vanne, c'est un bûcheron qui coupe un arbre. Ah oui. Et l'arbre tombe et le bûcheron gueule Timber. Ça, c'est ce que les bûcherons crient quand un arbre tombe pour prévenir les autres. Puis du coup, la caméra passe sur un autre bûcheron qui l'entend. Il fait passer le mot Timber. Il passe sur un autre personnage qui écrit Timber, etc. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que tu arrives sur un gars qui est dans la rue. Il enlève ses écouteurs en mode qu'est-ce qui se passe? Et puis l'arbre lui tombe dessus, quoi. Mais voilà, alors qu'il est au milieu de la rue. Et voilà. Bon. Raconter comme ça, c'est bon, pas drôle, mais c'est un truc qui est très visuel et qui est bon, voilà. Et du coup, ça dure 1 minute. Mais ce truc-là, tu peux pas l'écrire sur 10 minutes, tu le sais, parce que ta vanne, c'est un bûcheron qui gueule Timber à un autre bûcheron et ainsi de suite jusqu'à arriver en ville. Et en fait, la vanne, c'est que la vanne, c'est que l'arbre en fait tombe sur un gars qui est plusieurs kilomètres plus loin, ce qui est pas possible. Et du coup, l'humour vient de là. Voilà. Mais ce truc-là, tu sais que tu peux pas le faire en 10 minutes, tu sais que tu peux pas le faire. Voilà. Le but, c'est, c'est une vanne, hop, voilà, en 1 minute, c'est plié. Ok. Voilà. Alors que si si c'est un sketch à chute, tu sais que ça va être très court. Si c'est un sketch qui est un peu plus développé ou quoi, tu sais que ça va être un peu plus long. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Voilà. Et après, tu sais que, déjà, si t'as plusieurs personnages que tu veux développer, etc. Enfin, tu sais que ça va être encore plus... Enfin, ça dépend de ton matériel de base. Tu m'as raconté l'autre jour une histoire sur... non, mais genre... en gros, c'était... Tu parles de quoi? Tu parles de la meuf qui... Mais je peux pas raconter la fin. Non, mais le truc de... le truc qui se passe dans un monde où... Ah oui, mais c'est pareil. Oui, bon, ok. Enfin bon, je le raconte pas, mais... Un truc qui se mais... passe dans un monde où il n'y a pas de notion de temps. Voilà, oui, c'est ça. Dire ça comme ça. Bref, du coup, c'est un truc qui est... Enfin là, tu me parles d'un univers, tu vois. Enfin, tu sais que dès que t'as... Ok, je vais reprendre mes pensées. Oui. En fait, je pense que ça dépend... Quand t'écris, t'as une espèce d'échelle. T'as une échelle de grandeur de ton point de départ. Si ton point de départ, c'est une vanne, genre par exemple un arbre qui tombe plusieurs kilomètres plus loin, tu sais que ton truc il va faire 1 minute. Ouais. Parce que ton histoire, en fait, c'est la vanne que tu vas raconter. Si ton histoire, c'est une forme d'humour et tout un peu... Mais par exemple, si je prends le sketch Mind Palace de Rakiwi, l'histoire c'était... T'as un espèce de détective un peu à la Sherlock Holmes qui refait en fait toute la scène de crime dans sa tête. Sauf qu'en fait, la scène de crime en question, c'était le lendemain d'une soirée. Et il arrive et tout, il y a vraiment des morts partout. C'était clairement une scène de soirée. Et du coup, en fait, il revit la soirée dans sa tête pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait. Mais sauf qu'en fait, il se fait embarquer dans la soirée, il commence à boire de l'alcool, il fait la fête, etc. Et du coup, en gros, moi, j'étais parti de cette idée-là. Mon idée de base, c'était pas une vanne, c'était pas une chute, mais c'était ça me ferait rire que, en fait, ce gars-là, ce détective, en fait, il fasse la fête dans sa tête, alors que, en fait, tout autour de lui, t'as des flics et tout, voilà. Ouais. Machin. C'est pas une chute, mais c'est un truc drôle que t'as envie de raconter. Donc ça, c'est peut-être le cran au-dessus en termes de point de départ. Ensuite, t'as peut-être, des personnages. Genre que tu as envie de développer. Mais des personnages, tu peux pas les développer en 5 minutes. Tu peux pas les développer en 10 minutes. Enfin, tu peux, mais c'est plus compliqué. Donc, dès que tu as des personnages, là, tu vas être plus sur un format genre de série. Voilà. Par exemple, High Five, la série qu'on a faite avec Rakiwi, là, pour le coup, c'est vraiment que du développement de personnages. Et parce que c'est au final, ça fait 45 minutes en tout, je crois, à peu près. Et là, ouais, c'est clairement, tu pars de, j'ai envie de raconter l'histoire de 3 personnages qui ont envie de monter un boys band dans les années 90, mais ils n'ont pas le look des boys band dans les années 90. C'était l'histoire que je voulais raconter, c'était ça. C'est pas une vanne, c'est un truc drôle, mais c'est pas un concept comme j'avais sur Mind Palace, quoi. Oui. C'est vraiment un truc qui définit les personnages. Et donc ça, c'est ton cran au-dessus. Après, t'as ton cran qui est encore plus au-dessus, c'est ton idée de univers.
ok, voilà le monde dans lequel j'ai envie de raconter mon histoire. Et là, là pour le coup, t'as tout à inventer et c'est vachement plus long. Donc Et là, il faut tout poser, quoi. Ouais, c'est ça, il faut que tu poses exposer. tout et du coup, là, pour le coup, t'as de quoi faire un long métrage, une trilogie, enfin ce que tu veux, quoi. Voilà, et je pense que du coup, tu sais à peu près combien de temps ça va durer par rapport à ce que t'as comme point de départ, tu vois. Ouais. Genre, tu peux pas faire un sketch de 5 minutes si ton point de départ c'est j'ai envie de faire une histoire qui se passe dans un monde où tout le monde peut respirer sous l'eau, tu vois. Enfin, tu peux le faire, mais du coup, c'est compliqué parce que du coup, déjà, de base, il faut que tu instaures le fait que, pourquoi est-ce que les gens respirent sous l'eau, machin, ok, d'accord, c'est comme ça. À partir du moment où tu changes les règles qu'on connaît, en fait, il faut plus de temps pour l'exposer. C'est ça. Donc, voilà. Donc, à partir de là, tu sais à peu près combien de temps ça va durer ton truc. Ça se trouve, ça va durer 3 minutes. Enfin, c'est plus des ordres de grandeur, tu vois. Je vais pas commencer à écrire en me disant, là, je sais que mon truc, ça va durer 5 pages et demie, tu vois. Bien sûr. Mais ça va être plus en mode, ok, là, je sais que je vais sûrement pas dépasser les 2 pages. Mais voilà. C'est ok. ça. Je change de sujet de manière assez abrupte, mais c'est changement de sujet. c'est un sujet qu'on a abordé avec Antoine aussi et que pour le coup, toi, tu connais depuis plus longtemps que lui et que tu as beaucoup travaillé, entre guillemets, c'est l'écriture à plusieurs et que tu continues encore aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'enrichissant dans le fait d'écrire à plusieurs ? Est-ce que ça te pousse ? Est-ce que parfois ça te freine ? Que penses-tu de l'écriture à plusieurs ? C'est très vaste comme question. C'est une bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée. Comme disent les hommes politiques. Non, en fait, alors, l'écriture à plusieurs, ça peut être à la fois trop bien, comme ça peut être assez compliqué. Déjà, il faut que tu trouves la bonne personne avec qui écrire. Moi, je pense que la meilleure personne avec qui écrire, c'est une personne qui partage les mêmes délires que toi, la même imagination que toi, mais qui a une méthode différente. D'accord. Par exemple, je prends Gabriel, avec qui j'écris en ce moment pour ma nouvelle chaîne Boris et Gabriel. Boris et Gabi. Abonnez-vous au rang. Voilà. Du coup, quand j'écris avec lui, par exemple, ce qui est cool, c'est que on a à peu près le même humour, ce qui est super cool, parce que du coup, on rebondit vachement à nos vannes et c'est cool. Mais généralement, dans le duo, ça va plutôt être moi qui ai les idées un peu folles et un peu machin, même si lui, il en a aussi. Mais lui, il va être plus dans la structure et dans le côté un peu plus terre-à-terre et comment développer le scénario pour que ça ait du sens. Et du coup, c'est trop bien parce que on se complémente vachement. Voilà. Donc, je pense que quand on écrit à deux, c'est vraiment super cool d'avoir ce duo-là, quoi. Ok. Je prends par exemple... Je prends notre exemple Rick et Morty, par exemple. Oui. Les deux créateurs de Rick et Morty, Dan Harmon et Justin Roiland, qui sont... c'est exactement ce truc-là, quoi. T'as Dan Harmon qui est... C'est le même pattern. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, t'as Dan Harmon qui est ultra structure. C'est un taré de structure. Il a même créé sa propre méthodologie de comment structurer des scénarios. Enfin, c'est... Trop bien. Ouais, il est super intéressant. Mais il s'achète ce livre ? Non, t'as tout sur Internet. Ah, sérieux ? Ouais, il a créé un blog et tout dessus. Enfin, ok, trop bien. C'est vraiment super chouette. C'est super chouette. Et de l'autre côté, t'as Justin Roiland, qui est un gars complètement taré, qui, au bout d'un moment, il va arriver, il va dire « Ah, là, j'ai envie que Morty devienne un cornichon. » Voilà. Et juste, il va sortir ça. Et puis après, c'est genre « Ok, comment est-ce qu'on peut insérer ça dans un scénario ?» Très bien, on va faire ça. Okay. Et du coup, c'est vraiment cette dynamique-là de... T'as un gars qui a le cerveau un peu de droite et un peu l'autre qui a le cerveau de gauche, quoi. On parle pas de politique quand on Pas dit du ça. tout. Non, c'est aucun rapport. Donc voilà, je pense que c'est cool d'avoir deux cerveaux différents quand t'écris. Souvent, je pense que quand t'as le même cerveau, ça peut clasher parce que chacun va vouloir peut-être imposer son truc. Et c'est ça qui est un peu compliqué. C'est d'accepter ce que te dit l'autre et de proposer et de rebondir. Enfin, quand t'écris à deux, c'est que ça. C'est tu rebondis et tu discutes, etc. Et moi, j'ai fait les deux. J'ai écrit tout seul et j'ai écrit à deux. Les deux me conviennent. J'aime bien les deux. J'aime bien écrire tout seul certains trucs. Oui, t'écris peut-être pas les mêmes choses quand t'écris seul et quand t'écris à deux. Tout à fait. J'ai le défaut d'écrire très vite. Ok, en quoi est-ce un défaut ? Justement, quand t'écris à deux, j'ai souvent très envie
comme je te dis, en fait, moi j'ai tendance à genre me mettre devant un clavier et de tout écrire, enfin pas d'une traite, mais de laisser aller où vont les choses. Et du coup, quand t'écris à deux, tu peux pas faire ça parce que t'es constamment en train de discuter de où peuvent aller les personnages et qu'est-ce qui va se passer, etc. Ce qui fait que c'est pas du tout la méthodologie que j'utilise quand j'écris tout seul. Mais c'est un autre truc et ça permet de rebondir, ça permet d'avoir d'autres idées, ça permet d'avoir une autre opinion en face, ça permet d'avoir des validations, de dire non là c'est pas cool, peut-être on devrait faire ça à la place, ah ouais en fait peut-être qu'on peut essayer de trouver un juste milieu ou ça va te faire rebondir, avoir une autre idée, etc. Et c'est il y a plein de façons de faire et je pense que le mieux quand t'écris à plusieurs, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui est suffisamment similaire mais suffisamment différent de toi. Je comprends ce que tu veux dire, ouais. Voilà. Previously, dans l'histoire que tout le monde doit continuer. Ok, il y a peut-être moyen que j'utilise ça dans le jingle et que du coup je le mette sur tous les épisodes, je te préviens. Donc moi j'interviens sur le truc de Boris. Voilà, donc en fait je vais te faire écouter. Ah, je vole la vedette. Ouais, mais du coup c'est lui qui te la vole sur celui-là. Ok. Déjà je vais commencer en disant que Boris a dit n'importe quoi. C'est très dur de passer après lui. Je n'ai pas encore regardé mon Insta Story posté hier, qui du coup proposait un choix entre deux prénoms pour La Folle et Damien de la Cage. Donc les deux choix pour La Folle, c'était soit Rosette, qui a été proposée par toi en plus, soit Amélia d'Orgeil, qui a été proposée par Antoine Maille. Et pour Damien de la Cage, bon, alors évidemment, les gens... moi, je voulais pas garder Damien de la Cage, sauf que les gens adorant m'embêter... Te contredire. Ils ont évidemment voulu garder Damien de la Cage. Cependant, il y a eu une autre proposition qui était Damien de la Quai de Jeu. Donc la Cage, c'est pas mal, ça fait un peu bourgeois. Voilà, c'est ça. Du coup, ça l'ancre un peu dans un certain standing. Je n'ai pas encore regardé la story. Je vais la regarder de ce pas pour voir qui a gagné. De toute manière, on n'a pas eu ouf de réponses. Je pense que si on a eu 15 réponses, c'était le maximum. Mais bon, c'est la vie. Pas mal déjà. C'est déjà pas mal, en effet. Alors, on a un problème. Ah. C'est que pour une des réponses, on est à 50-50. Parce qu'en fait, il n'y a que 12 personnes qui ont répondu. Et l'autre, il y a 13 personnes qui ont répondu. Du coup, c'est bon. T'as répondu marrant, toi ou pas? Non. T'as pas répondu. Et ben c'est toi qui va départager du coup la réponse pour La Folle et pas pour l'autre parce que sinon ça va encore ça va potentiellement encore retomber à 50-50. Donc Damien de la Cage devient Damien de la Quai de Jeu. Ah, voilà. Je valide, c'est bien ça. Damien de la Quai de Jeu à 54%. Et La Folle est à 50-50 entre Rosette et Amélia d'Orgeil. C'est marrant ça. Alors, 6 et 6 réponses. Du coup, je te laisse choisir. C'est toi qui auras le dernier mot. En fait, le truc, c'est que Damien de la Quai de Jeu, oui, ça fait déjà long, tu vois. Oui. Et Amélia d'Orgeil, c'est ça? Oui. Ça fait long aussi, tu vois. Et j'entends ce que vous dites. Donc, je vais prendre... Rosette. Allez. Et bien nous aurons donc Rosette et Damien de la Quai de Jeu. Sur ce, je vais te faire écouter l'épisode de Boris de Ligara, enfin juste la fin. Ah oui, c'est Boris de Ligara. Ce sera gardé au Il imite Chirac. En fait, c'est une émission, on va imiter que des trucs, quoi. J'aime beaucoup Zazie. C'est ma meilleure imitation de Johnny Hallyday. J'ai pas mieux. Moi, je sais faire Patricia Cass. Ah merde. C'est pas grave. Je sais faire Patricia Cass, mais plus en chantant. Ah, vas-y. Attends, parce que j'ai tout le personnage. Vas-y. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand il brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Voilà. Moi, je peux faire Véronique Sanson. Ah, vas-y. Attends, mais... Si jouer le piano debout, c'est peut-être un détail bleu. Pour moi, ça veut dire beaucoup. Je peux faire Shakira aussi. C'est trop drôle parce que tu fais Véronique Sanson qui chante à la fin. À la fin de mes phrases. Merde. Putain, c'est pas elle qui chante ça? Non, c'est merde. France Gall? Oui, non. c'est ça, France Gall. Si. Mais non. Mais si. Mais non, je crois pas. Mais si, je te promets. On a trop d'arguments. Mais non. Attends, qu'est-ce qu'elle chante? Shakira. Alors Shakira qui chante Francis Cabrel. Je l'aime à mourir. Je l'aime à mourir. Non, je le fais pas très bien, je faisais mieux avant.
Bah, je crois que c'est ça. Tu m'as dit que j'étais pour une drôle de vie. Alors, vas-y, attends. Non mais ça, je connais pas les paroles. Tu as dit que j'étais prête pour une drôle de vie. Ça marche pas du tout. C'est vachement drôle. En plus là, je m'entends, donc je vois que je suis trop nulle en fait en imitation. C'est raté quoi. C'est très drôle. Voilà, je crois que j'ai tout fait là. Un petit résumé rapide. Donc, nous sommes avec Rosette et Damien de la Quai de Jeu. Rosette et Damien étaient ensemble au collège. Quand Damien est parti faire ses études à Paris et travailler, etc., ils sont juste restés en lien sur Facebook et LinkedIn, mais voilà, ils se sont jamais parlé ni quoi que ce soit. Et notre cher ami Damien de la Quai de Jeu, qui en a eu marre de sa vie parisienne, est revenu habiter à la campagne, là où il a grandi. Et donc, en allant faire ses courses au supermarché, il tombe sur Rosette, qui fait de la mise en rayon dans ce supermarché. S'ensuit une micro-discussion, un petit échange, où Rosette l'invite à une soirée chez lui, à une soirée chez elle, pour vu qu'il vient de revenir à la campagne, pour que voilà, pour créer des liens. Damien arrive donc chez Rosette le soir et il n'y a personne d'autre que Rosette chez elle, mais Rosette est en train de discuter, mais elle est seule chez elle. C'est là où nous en sommes et c'est là où Mathilde va vers la suite. Alors, C'est chaud, hein, franchement, cette histoire. bah, merci Boris. Après, c'est intéressant qu'il ait donné cette tournure-là. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Déjà, moi, j'imagine que chez elle, il y a des objets partout, tu vois. En mode un peu brocante, tu vois. Il y a plein d'objets. C'est très vieillot chez elle. C'est une petite maison, mais avec plein d'objets. D'accord. Et c'est assez sombre, tu vois. Il y a une ambiance un peu bizarre. D'accord. En plus de ça, Damien, en arrivant, il voit qu'elle parle toute seule, visiblement. Oui. Alors après l'avoir observé un petit moment, en essayant de comprendre, lui il pense aux esprits, tu vois, direct. Il se dit, elle parle à des esprits et tout. Donc en fait, il panique un peu, il part. Enfin, il fait l'action de sortir. Et là, t'as la meuf insipide qui n'existait pas jusqu'à présent. Oui. Qui du coup n'a pas de prénom. Est-ce que tu veux lui donner un prénom ? Eh bien, on va l'appeler Émilie. Très bien. Voilà. Émilie. Émilie arrive à ce moment-là, tu vois. Elle allait rentrer chez Rosette. Et donc, du coup, Damien est surpris de voir quelqu'un, quoi. Et il s'ensuit une discussion où il comprend que Émilie est une copine de Rosette. Et en fait, elle lui explique que, bon, Rosette, elle est un peu folle, quoi. Mais bon, au fond, c'est une fille sympa, quoi. D'accord. Tu vois. En fait, c'est un peu son amie c'est un peu l'amie gentille, quoi. D'accord. Elle reste amie avec elle, mais bon, elle comprend pas toujours ses délires. Oui. Mais bon, donc, du coup, elle lui explique ça, que Rosette est un peu folle, mais bon, c'est une fille sympa. Donc, ils finissent par rentrer tous les deux dans cette maison. Et du coup, Émilie dit discrètement à Damien, bon, voilà, je t'explique, en fait, elle croit que les objets parlent. Donc, fais semblant. Fais semblant parce que sinon ça la met dans une colère. Je sais pas du tout où je vais. Ça la met dans une colère et après elle s'isole pendant des semaines et des semaines. Quoi. D'accord. Ça l'angoisse. Ouais. C'est un truc un peu sombre. Hein. Non, du coup, il passe cette soirée à faire semblant. Au début, il trouve ça bizarre et puis après, il joue le jeu, tu vois. Il fait semblant de parler à des objets. Notamment, il y a une discussion avec une porte. Qui est un dialogue de sourds, du coup, vu que lui n'entend pas la porte. Jusqu'au moment où la porte lui claque au nez. Voilà. Parce qu'il lui a dit des trucs qui vont pas, cette porte ? Ouais, peut-être, tu vois, à la fin, il lui dit, ouais, bon, c'est bon, tu parles pas. Et là, la porte, elle se ferme, tu vois. D'accord. Genre vexé. Genre vexé. Ok. Et là, il se dit, oh putain, c'est bizarre. Et voilà, après, il faut que je dise jusqu'où. Jusqu'où tu veux, mais tu peux engager une nouvelle situation. Tu peux. Soit tu. Comment se termine cette soirée déjà ? Et donc, du coup, il y a ça qui se passe, tu vois. Damien, il est pas bien. Ouais. Damien, c'est un mec qui
qui peut croire aux esprits, tu vois. D'accord. Donc du coup, lui, il croit que c'est ça, tu vois. Donc il est pas bien. Très vite, en plus il connaît pas ses filles, en fait. Donc très vite, il va partir, en fait. D'accord. Après que la porte est claquée, là, il va partir. Ouais, il va flipper Ouais, et il va rentrer partir. lui. Bon, après, c'est un petit village, c'est ça, c'est un petit village. Une petite ville, Ah, dirons-nous. c'est une petite ville. Ok. Une ville de campagne, quoi. Genre, pas. Ouais. Tu vois, c'est pas non plus. C'est pas Périgueux non plus, tu vois. Tu vois, Périgueux. J'aime bien donner. Ok, c'est pas périlleux. Non mais on va dire qu'il rentre chez lui, tu vois. Il rentre chez lui, il passe une nuit horrible parce qu'il cogite, en fait, il se pose plein de questions. Et un jour, en fait, il va, comme il est trop intrigué, il va aller observer Rosette chez elle. Tu vois, donc il va chez elle, en mode, tu vois, espion, quoi. Discreto, tu vois, il passe par la porte arrière, la porte arrière de la porte arrière, oui, la porte arrière de la maison, et il voit Rosette qui parle littéralement à son cendrier tout en fumant une clope. D'accord. Il n'y a plus Émilie. Émilie est pas là. Ouais, non. Émilie est pas là. Émilie est chez elle. Ouais. Du coup, il observe pendant un moment. Jusqu'à ce qu'il se fasse repérer, évidemment. Classique. Il se fait repérer. En même temps, il était pas discret. Bah ouais. Il avait un gros pull rouge. C'est tout Damien, ça. Gros pull rouge, tu vois. Gros pull rouge. Il est tellement scotché par ce qu'il voyait que, tu vois, il s'est fait griller comme un débutant. Ouais. Et Rosette, elle est... Comme elle est très à l'ouest, elle prend tout... Tu vois, elle prend ça bien, quoi. Elle dit... Ah enfin, tu vois, elle est très enthousiaste. Ouais. C'est une fille enthousiaste, un peu. D'accord. Enthousiaste, mais qui se vexe vite si on la fait chier. En fait, elle part vite dans des émotions, quoi. D'accord, très bien. Elle peut basculer, tu vois. Ouais. Je m'écoute parler, je me dis, qu'est-ce que je dis ? Non, mais c'est trop bien, moi j'adore. Je suis toute oui. Et donc, du coup, là, elle est hyper euphorique, tu vois. Elle lui sert un thé et tout, elle le fait rentrer, elle lui sert un thé. Et là, il s'ensuit un truc absurde. Parce que la veille, il se disait que c'était peut-être l'alcool, tu vois. Après, c'est vrai qu'il y a Émilie qui lui a dit qu'elle était un peu folle. Mais là, il voit concrètement que c'est bizarre, quoi. Et donc, du coup, au bout d'un moment, il craque et il lui dit, non mais, Rosette, les objets ne parlent pas. Droit dans les yeux, comme ça, il est fou, le mec. Ah ouais. Et là, Il est elle là. a un regard noir, tu vois. Elle lui dit quoi ? Tu crois que la chaise sur laquelle t'es assis, elle parle pas ? Et donc, la chaise parle à Rosette. Ouais. Et elle lui dit, il a un ticket de tombola dans sa poche de jean arrière. Donc du coup, Rosette a dit, dans ton pantalon, dans ta poche arrière, tu as un ticket de tombola numéro, je sais pas combien. Tu vois. Ouais. Du coup, j'ai dit, mais c'est pas possible, elle est voyante, tu vois. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure, elle lui explique. Elle lui montre un truc notamment qu'elle a fabriqué. C'est un espèce d'être humain mais fait d'objets. D'accord. Elle lui montre ça dans sa cave. Ouais. Et Elle fait tellement flippante. et en fait, le truc parle, quoi. Le truc parle. Et en fait, il parle, mais c'est tous les objets qu'il y a en lui qui parlent. D'accord, oui. Donc du coup, t'as plusieurs voix, quoi. Ouais. Voilà. Il doit dire 1000 trucs. Ok, trop bien. Voilà. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur l'intérieur de chez Damien ? C'est très moderne, froid, tu sais. Mhm. C'est froid. Mais du coup, ça contraste avec Rosette où c'est vieillot, des objets d'antan, tu vois. Ouais. Mais lui, c'est très linéaire, froid, D'accord. gris un peu, tu vois. Ok. Et est-ce que tu en sais un peu plus sur la personnalité d'Émilie ? Émilie, tu vois, c'est un peu une baba cool, tu vois. Dans le sens où elle est très humaine, en fait. Elle est humaine. Son style vestimentaire, pas forcément baba cool, mais elle est décontractée. C'est pas quelqu'un qui va se pomponner vachement. Elle est simple. D'accord. Ouais. Simple, humaine. D'accord. Et qu'est-ce que je pourrais Et dire qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, Émilie ? Elle a toujours un sac à dos. Un petit sac à dos, tu sais. D'accord. Ok. C'est comme ça se fait, tu sais, les sacs à main en dos, quoi. Ah oui, oui, Tu vois. je vois. D'accord, très bien. Elle a ça. Et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ? dans la vie, ouais. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ? Alors, elle a une petite camionnette dans laquelle il y a des livres. Et en fait, elle apporte... Ah, mais non, c'est une ville. Ouais, bon. Elle... je sais pas, elle... C'est une ville, mais de campagne, quoi. Ouais. C'est- En fait, elle... avec sa camionnette, elle se balade, tu vois, dans les petites villes. Ouais.
ou les petits villages. Et en fait, elle installe un stand où les gens peuvent aller lire les livres qu'il y a dans sa camionnette. D'accord. Elle est très Voilà. généreuse. C'est cool, elle partage. Elle est dans l'associatif, tu vois. D'accord, ouais. Le cliché. Elle est baba cool dans l'associatif. Voilà. Trop bien. C'est pour ça que tu vois, enfin, à mon avis, tout le monde n'est pas ami avec une folle, tu vois. Ouais. En fait, elle a ce côté humain qui la pousse à essayer de comprendre Rosette. Ouais. Et à pas la rejeter. Ouais, voilà. Elle a trouvé chelou, mais elle l'apprécie. Mais elle n'a jamais vu cette espèce de monstre-là. Enfin, D'accord. Ouais. Ah, et donc, Rosette montre ça à Damien en jour 1, quoi. Ouais. D'accord, ok. Ouais, parce qu'il y a un truc qui se passe, je sais pas quoi, mais elle sent qu'elle peut lui faire confiance. D'accord, ok. Ok, elle sent qu'il peut lui faire confiance. Ou alors, tu vois, c'est parce que Émilie, c'est une amie, elle aurait peut-être trop peur qu'elle la prenne vraiment pour une folle, tu vois, ou je sais pas. Ah oui. Et que Damien, elle connaît trop pas. peur Tu du vois, jugement. D'accord, je comprends. Voilà. Et Ok. ben dis donc, c'est un peu du n'importe quoi. J'adore. Ok, trop Voilà. bien. Et ben merci. Bah de rien. Merci à toi, c'était cool. Ben grave, de ouf. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Boris de la Higuera? Bah dans la rue. Putain, mais vous faites les mêmes vannes. C'est vrai. Antoine, il a fait la même. Il a pas fait exactement la même, Ah mais là c'était là, pas loin. Trop bien. Où est-ce qu'on peut me retrouver? Bah, je dis quoi? Bon, alors en gros, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Twitter, tous les réseaux sociaux, avec le @BorisDLH, BORISDLH. Voilà, sur ces réseaux sociaux-là, c'est là où je suis plus actif. Et du coup, sur cette fameuse nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Boris et Gabi avec un esperluette. Voilà, sur YouTube. De toute façon, si vous me suivez sur Instagram ou Twitter, vous aurez sûrement l'info quelque part. Oh oui. Et voilà, c'est à peu près tout, en vrai. Ouais. Et toujours à Rakiwi. Et toujours à Rakiwi, voilà, si jamais vous voulez aller voir ce qu'on a fait sur cette belle chaîne, n'hésitez pas, il y a beaucoup de contenu à aller voir. Il est vrai. Voilà. Mais merci beaucoup. Merci à toi. À plus. Et c'est maintenant la fin de cet épisode. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner au podcast. Tu peux aussi mettre des petites étoiles et des petits commentaires sur iTunes ou sur toute autre appli de podcast. Tu peux aussi en parler à tes amis, aux gens que tu connais, aux gens que ça peut intéresser, parce que le bouche à oreille, il y a que ça qui marche. Enfin, en tout cas, c'est ce qui marche le mieux, donc ce serait cool. Et tu peux suivre toutes les actus du podcast déjà sur le Facebook de Radio d'Idées, donc radio plus loin d'idées, D-I-D-E-E, sur le site internet également, www.radio-didées.fr. Et tu peux aussi suivre directement le podcast sur Instagram, donne-ta-patte-podcast, sur ma chaîne YouTube, Mélissa Brézé, B-R-A-I-Z-E-T, parce que je ne l'avais pas appelé dans le premier épisode. Merci d'avoir écouté. Manger des pommes.